Supposons que Trump 2.0 soit parfaitement conscient de ce qui va se passer entre la Russie et la Chine. Tout d'abord, Poutine et Xi Jinping vont se rencontrer à nouveau, le 3 septembre, à Pékin, pour la commémoration du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale du point de vue chinois. Et bien sûr, l'occupation japonaise de la Chine, qui pour les Chinois est encore plus importante que la guerre contre les puissances nazi-fascistes. Le forum de Vladivostok. Je peux imaginer qu'il y aura plus d'Américains cette année que l'an dernier, par exemple, parce qu'ils seront déjà sur place, disant « D'accord, nous voulons faire partie de cette grande initiative d'intérêt national russe visant à mettre en place un super réseau d'infrastructures économiques dans l'Arctique et en Extrême-Orient en même temps. » Ce qui est généralement le thème de base du Forum économique de Vladivostok. Et évidemment, les personnes autour de Trump ont dû lui dire « Écoute, tu sais bien que Poutine a parlé à Xi avant de te parler à toi. Et ils vont reparler après l'Alaska. » C'est là que la connexion BRICS au plus haut niveau, je dois encore une fois insister là-dessus pour vous tous, notre public, ils agissent en très étroite coordination, surtout la Russie et la Chine. Et bien sûr, Poutine va informer Modi, Lula et tous les autres à ce sujet. Nous ne savons pas à quel point cela va loin, car pour l'instant, les accords entre Poutine et Trump, qui ont été plus ou moins consolidés en Alaska, restent secrets pour tout le monde. Et ils ne veulent aucune fuite, ni du côté américain, ni du côté russe. Donc, par exemple, ce que les diplomates et analystes russes les mieux informés ont pour l'instant, c'est pas beaucoup de détails. C'est l'information que j'ai reçue ce matin de Moscou. Et c'est déjà beaucoup, mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de détails, pas de précision, n'est-ce pas? Mais c'est très important. Et tout est lié. Le calendrier, l'objectif global, disons, pour Trump, sur la manière d'obtenir une relance des relations liées aux affaires. Et le fait est que si les États-Unis sont tenus à l'écart de tout le développement Russie-Chine, de l'intégration économique, et tout cela, c'est fini. Vous êtes hors du jeu, car c'est ça, la grande image parmi les BRICS. La Russie et la Chine sont les moteurs de cette interconnexion et de cette intégration économique à travers toute l'Eurasie. Alors bien sûr, nous n'avons pas de type Brzezinski dans Trump 2.0. Quand on regarde la Dream Team d'un côté et les débutants de l'autre, tu as vu le début, Danny, quand c'était 5-5. J'ai fait l'analyse de la Dream Team et des débutants, et c'était, waouh, très embarrassant. Vraiment très embarrassant. Et 3-3, c'était encore embarrassant. Comment peux-tu comparer Lavrov avec le petit Marco Rubio? Et comment peux-tu comparer Ushakov, vieux renard, avec Witkoff? L'administration de Donald Trump en particulier, est très consciente des BRICS. Très consciente non seulement des BRICS, mais bien sûr des principaux BRICS, la Russie et la Chine, et de ce que fait la Russie. Mais c'est ainsi que Donald Trump présente la façon dont il a géré cela. Et je crois que la normalisation avec la Russie pourrait très bien être une tentative de faire ce que Donald Trump a dit depuis avant son élection, à savoir les séparer. Mais c'est exactement le point qu'il souligne ici. Quelque chose qui était impensable. Il a poussé, et Obama aussi. J'ai arrêté cela. Et puis vous savez, une tragédie est arrivée. En fait, c'était une tragédie. L'élection a été une tragédie. Mais il a fait quelque chose d'impensable. Il a rapproché la Chine et la Russie. Ce n'est pas bon. Si vous avez seulement quelques notions d'histoire, c'est la seule chose qu'il ne fallait pas faire, car ce sont fondamentalement des ennemis naturels. La Russie possède d'immenses territoires. La Chine a une population immense, et la Chine a besoin des terres russes. C'est ainsi que c'est interprété. C'est terrible, non? Et la Chine veut les terres russes. C'est tellement enfantin, n'est-ce pas? Mais même Lindsey Graham, je vais juste passer ça rapidement,
Vous savez, Lindsey Graham, encore et encore, agit comme s'il était le chef de la politique étrangère de l'administration Trump. Mais il termine toujours chacun de ses commentaires sur le conflit en parlant de punir les BRICS. La révélation que vous venez de faire dans cette interview, pour moi, est bouleversante. Le président Trump a déclaré que Poutine souhaite qu'il rencontre Zelensky, que Poutine serait désormais d'accord pour une réunion trilatérale entre Poutine, Zelensky et Trump. C'est la plus grande avancée de la soirée. Je n'avais jamais entendu cela auparavant. Si cette réunion a lieu, je pense qu'il y aura une fin honorable et juste à cette guerre avant Noël. Enfin, avant Noël. Si cette réunion n'a pas lieu, alors je pense que Trump devra imposer des conséquences sévères à Poutine et à ceux qui achètent son pétrole et son gaz. Ce n'est un secret pour personne que la normalisation fait partie intégrante de la soi-disant stratégie. Mais ça a beaucoup à voir avec les BRICS, à mon avis. Qu'en pensez-vous? Eh bien, une fois de plus, Trump prouve qu'il n'a absolument aucune idée, en particulier concernant le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine. Ce n'est pas l'administration Obama qui les a rapprochés. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Trump se rende, par exemple, au Forum de Vladivostok. Il y a 10 ans, même avant cela, si je me souviens bien, déjà en 2013, 2014, bon, disons il y a 10 ans, en 2015, ils discutaient déjà d'une intégration plus étroite à Vladivostok, la Russie et la Chine. C'était au début de l'ère Xi Jinping. L'ère Xi Jinping a commencé en 2012. 2013 a marqué le début de la nouvelle route de la soie. Dès 2015, les Russes déclaraient déjà « Nous faisons partie de la nouvelle route de la soie. Nous voulons réaliser un projet côte à côte avec la Chine. » Ces sujets étaient généralement abordés lors du Forum de Saint-Pétersbourg, habituellement en juin, et à Vladivostok chaque mois de septembre. Et cela était, n'oublions pas, très important. C'était déjà une réaction contre le soi-disant pivot vers l'Asie de l'administration Obama, une idée née au département d'État avec Kurt Campbell. C'est lui qui a conceptualisé le pivot vers l'Asie. Hillary s'est approprié le concept et a affirmé en être l'auteur. À l'époque, elle a rédigé un long article dans Foreign Affairs pour expliquer que c'était sa contribution. Et évidemment, le pivot vers l'Asie. Au final, il ne s'est rien passé. Mais la Russie et la Chine observaient de très près. Et c'était à l'époque où les BRICS se développaient encore petit à petit dans la première moitié de la décennie précédente. Mais encore une fois, il y a 10 ans, en 2015, la relation était très étroite. Et après Maïdan, après 2014, cela a commencé à s'accélérer. Donc évidemment, d'accord. Imaginez que Trump aurait fait ses devoirs. Il ne fait jamais ses devoirs sur rien. Mais au moins, quelqu'un dans Trump 2.0 pourrait prendre 10 minutes pour lui expliquer les bases, lui donner un article, quelque chose. Rien, bien sûr. Donc il ne sait pas. Et il ne sait toujours pas à quel point la collaboration et l'interaction entre les principaux pays des BRICS se sont intensifiées après qu'il a lancé sa frénésie tarifaire insensée. Il n'a aucune idée de la façon dont il les a rapprochés. Cela n'a rien à voir avec le passé. Trump a rapproché les BRICS encore davantage à cause de sa guerre tarifaire. C'est le point numéro 1. Nous n'avions jamais eu auparavant une situation où 4 ou 5 des principaux dirigeants des BRICS échangeaient des appels téléphoniques jour après jour entre eux. Le fait qu'ils prêtaient une attention très particulière à l'Alaska, encore une fois, c'est parce qu'ils savaient que Poutine les représentait. Et cela, disons-le, c'est une très petite victoire pour les BRICS pour le moment. Il n'y aura pas de sanctions supplémentaires contre eux, du moins pour l'instant. Cela implique donc que les Russes doivent continuer à alimenter la machine Trump, y compris
la machine à flatterie. Et Poutine est un maître en la matière. Oui, je suis sûr que vous avez tous remarqué hier lorsque Trump rayonnait, disant que Poutine lui avait affirmé que cette guerre n'aurait jamais eu lieu s'il avait été aux commandes. C'est donc l'art de la flatterie stratégique. Et Poutine, ainsi que les personnes qui l'entourent, savent vraiment comment l'appliquer. Peut-être même que Lavrov aurait pu dire cela à Trump dans la salle pendant la réunion. Trump ne comprend toujours pas les BRICS. La seule chose qu'il sait, c'est que les BRICS représentent une menace. Pourquoi? Essentiellement à cause de la dédollarisation. Ils en parlent même pas. Ils font de la dédollarisation sans l'appeler ainsi. Et bien sûr, il y a aussi l'angle Nixon inversé. Il pourrait penser qu'il serait capable d'appliquer une stratégie à la Nixon inversée. Cela signifie qu'il ne comprend pas tout du partenariat stratégique entre la Russie et la Chine, et à quel point il est déjà, il est déjà aussi étroit que possible. Historiquement, c'est le plus proche qu'ils aient jamais été. Ils se rapprochent encore. Et Wang Yi le dit chaque semaine, n'est-ce pas, Danny? Nous avons encore de la marge pour continuer à progresser. C'est une fusée interstellaire, ce partenariat stratégique. Lors du sommet des BRICS, quand je parlais avec nos amis universitaires chinois là-bas, ils se plaignaient tous du manque de confiance entre l'Inde et la Chine. 3 à 4 semaines plus tard, Wang Yi va rencontrer Jaishankar en Inde en personne. C'est extraordinaire. Bien sûr, tout cela est lié à cette intégration plus étroite des BRICS. Et ce que Lula a dit il y a quelques jours s'applique totalement. C'était l'un des meilleurs moments de Lula ces dernières semaines. Il a déclaré « Nous travaillons à une position des BRICS globale et coordonnée contre la guerre tarifaire ». Je me demande donc si quelqu'un dans Trump 2.0 comprend ce processus. Probablement pas. Probablement pas. Eh bien, nous avons parlé de la difficulté et de la complexité de la situation et du fait qu'il pourrait ne pas être possible d'y parvenir dans un avenir proche. Mais il parle même de la nécessité d'expérimenter ensemble leur propre monnaie. Et rien qu'en faisant ce saut, je le dis depuis un moment, rien qu'en faisant ce saut, C'est le cas. il exerce une pression positive énorme sur les BRICS pour qu'ils poursuivent la dédollarisation, sans utiliser le terme dédollarisation, comme tu l'as dit, oui. Et c'est là où nous en étions, Danny, à la fin du sommet des BRICS à Kazan l'année dernière. Ensuite, il y a eu un long temps mort, novembre, décembre, janvier, février, mars, presque 5 mois sans rien. Les Brésiliens ne se sont réveillés qu'entre mars et avril. Ils ont organisé un sommet début juillet et il ne se passait toujours rien. Et typiquement au Brésil, à la dernière minute, ils ont assuré. Ce fut un immense succès. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied, les Sherpas, tout le monde, les membres du Conseil des affaires des BRICS, tous les comités, etc. Et bien sûr, ce n'est pas un hasard si le lendemain de la fin du sommet des BRICS à Rio, Trump a lancé sa nouvelle offensive contre les BRICS. Il a senti le danger. Et c'est là tout le mérite du succès du sommet des BRICS à Rio au final. Bien sûr, il n'y a pas eu de percée spectaculaire, mais il est très important de souligner que tout était lié à la déclaration finale, la déclaration de Rio. Nous sommes les BRICS. Voilà ce que nous faisons. Nous avons une clarté d'objectif. Rien ne nous fera dévier de notre but. Et c'est tout. Voici notre liste d'intentions. C'était très sérieux, et ils travaillent déjà à plusieurs niveaux. Le plus important, c'est l'augmentation des échanges commerciaux en utilisant leur propre monnaie, ainsi que celle de leurs partenaires, les 10 membres à part entière et les 10 partenaires. Et bien sûr, les immenses possibilités de croissance. Et après la guerre tarifaire touche aussi les partenaires. C'est uniquement contre les BRICS. Par exemple, les pays d'Asie du Sud-Est et ce rapprochement que nous n'avions pas auparavant avec les BRICS. L'Asie du Sud-Est fait désormais pleinement partie des BRICS.
avec l'Indonésie comme membre à part entière, ainsi que la Malaisie, le Vietnam et la Thaïlande. Très, très important. Et quand les Américains voient cela, ils se disent « Oh mon Dieu, il nous échappe ». Oui, il vous échappe à l'instant même. Absolument. Absolument. Et bien sûr, 2 pays d'Asie centrale, très très importants en tant que partenaires, immensément importants. Donc, la question est la suivante. Quand on regarde le spectre des personnes autour de Trump 2.0, que ce soit au pouvoir ou en charge de la mise en œuvre des politiques, est-ce que ces gens comprennent quoi que ce soit à ce qui se passe autour des BRICS? Évidemment non. Évidemment non. Et beaucoup d'entre eux sont des néoconservateurs. Même s'ils ne le sont pas nominalement, ils ont une mentalité néoconservatrice. Oui, et ils considèrent les BRICS l'ensemble de l'establishment. Et Donald Trump lui-même voit les BRICS un peu comme des pièces d'échecs à éliminer du plateau. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce qui vient de se passer entre Poutine et Trump, c'est que je crois qu'il y a peut-être une certaine naïveté à penser que les États-Unis pourraient détacher la Russie de la Chine. Mais la Russie intervient et dit oui, nous discuterons de normalisation avec vous. Mais il n'y aura jamais de concession de la part de la Russie où elle dirait « Oh, nous allons normaliser avec vous et nous éloignerons de la Chine ». Cela n'arrivera jamais. Qu'en penses-tu? Parce que je crois que cela touche à l'incompréhension selon laquelle, oui, il peut y avoir un gain économique à court terme pour les États-Unis et la Russie grâce à la normalisation. Mais penser que la Russie va abandonner l'Est, abandonner le Sud global, abandonner les BRICS, c'est hors de question. D'abord, c'est même pas envisageable. Et il le répète sans cesse. Mais quelle est votre analyse? Ce sera à Vladivostok, ce qui est une excellente chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin, lors de la session plénière qui va s'adresser à la session plénière, Vladimir Poutine en personne. Et d'habitude, Danny, il parle pendant 3 ou 4 heures. Oui. Nous allons avoir, directement de Poutine, l'affaire Post-Alaska, pour la première fois en direct, parce que pendant le défilé en Chine, il ne va probablement rien dire sur l'Alaska. Il va en parler à Vladivostok. La position de la Russie et de la Chine est très très claire, notamment sur ce qui a été discuté en Alaska, mais aussi sur les discussions géoéconomiques et géopolitiques plus larges. Oui, parlons-en. Parce que, tu sais, alors qu'on arrive à la fin de l'émission, il reste environ 10 minutes, parlons de l'importance de l'OCS. Je veux dire, on a Modi. Il va être présent. Il va y avoir un échange, une rencontre entre Xi et Modi. Il y en aura probablement une aussi avec Poutine, mais Xi et Modi vont se rencontrer. Et c'est encore une fois, à mon avis, un autre exemple des façons dont Trump, comme tu l'as dit, a vraiment rapproché les BRICS. Mais parlons de l'importance de cela. Nous n'avons pas pu aborder ce sujet jusqu'à présent. Eh bien, Danny, peux-tu imaginer quelqu'un dans l'administration Trump 2.0 qui comprenne l'OCS? Laisse tomber. PDG. PDG. Oh non, ce n'est pas PDG. C'est l'OCS. Eh bien, ce genre de choses, s'ils ne comprennent pas les BRICS, l'OCS pour eux, c'est quelque chose qui vient de Pluton. Très, très important. Il y a des années, le premier à avoir dit, dans un avenir proche, il est inévitable que les BRICS et l'OCS fusionnent. Qui était-ce? Loukachenko. Le vieux Luka, il a toujours un coup d'avance. Et d'ailleurs, il a fait une immense impression sur Trump. Trump était absolument fasciné par Loukachenko. Donc c'est quelqu'un, et il pense toujours à long terme. Il est aussi membre de l'OCS. Très, très important. Eh bien, le fait que nous allons avoir Poutine, Xi et Modi dans la même pièce à Tianjin, en Chine, pour discuter essentiellement de la sécurité de l'Eurasie en face à face pour la première fois lors du précédent sommet, ou plutôt lors des 2 précédents sommets, je crois que les 3 n'étaient pas réunis pour une raison ou une autre.
Xi n'y est pas allé. Ou pardon, Modi n'y est pas allé. Maintenant, les trois seront là. Et j'espère, mon Dieu, que Pezeshkian sera présent. Parce que Pezeshkian, c'est difficile. J'essaie de me rappeler des discussions que nous avons eues avec nos amis iraniens. Mais il est difficile à accepter après Raisi. Mais bon, au moins, s'il est là, ces quatre principaux dirigeants des BRICS seront à la même table. These four top BRICS will be on the same table, the four leaders. And this involves everything, including... Et cela concerne tout, y compris la prochaine attaque israélienne contre l'Iran, avec ou sans les États-Unis. Ils doivent donc en discuter entre eux et parvenir à une position commune une fois de plus. Maintenant, l'OCS, ces dernières années, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé auparavant. Elle est passée d'une organisation essentiellement centrée sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme à une organisation axée sur la coopération économique. Ils discutent de projets de coopération économique. Les derniers sommets à Saint-Pétersbourg cette année et à Vladivostok l'an dernier. Les tables rondes de l'OCS sont extrêmement intéressantes et ils y parlent d'économie. Je crois que nous en avons parlé. Peux-tu croire que l'an dernier à Saint-Pétersbourg, à l'une des tables de l'OCS, les Afghans étaient présents et discutaient d'investissements économiques en Afghanistan avec des ministres russes, entre autres. Incroyable. Voilà ce qu'ils font. C'est donc ce dont ils vont discuter à Tianjin du 31 août au 1er septembre. Ce sera la fin du sommet. Et bien sûr, avec l'Alaska en toile de fond, c'est encore plus important, car ils aborderont à nouveau le concept russe de sécurité eurasiatique à grande échelle, le partenariat de la Grande Eurasie, qui est la devise officielle de l'intégration eurasienne en Russie, et l'indivisibilité de la sécurité, que les Russes avaient proposé à l'administration américaine précédente en décembre 2021. L'indivisibilité pour vous tous, Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, espace post-soviétique, nous, etc. Ils vont en discuter à nouveau dans un cadre eurasien élargi. Donc si quelqu'un, dans Trump 2.0, pense pouvoir briser les BRICS et l'OCS en même temps, adieu. Bye bye. It's not gonna happen. Ça n'arrivera pas. Vous savez, j'étais à Yining, qui est une ville de la préfecture autonome kazakh, au Xinjiang, et j'ai visité un musée du cheval tenu par des Ouïghours, en fait. Je ne sais pas si les gens peuvent voir cela. Donc je pense que maintenant nous pouvons, je vais juste zoomer, musée de la culture thématique du cheval de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est aussi tout le reste. C'est économique, culturel, vous voyez. Et si quelqu'un connaît le Xinjiang en Chine, il sait que les chevaux y sont absolument essentiels. Il y avait donc des artistes ouïghours, des artistes kazakhs, qui vendaient leur art équestre. Et il y avait aussi tout un aspect sur la préservation d'une certaine race de cheval, un cheval très petit. Je n'ai pas vraiment compris cette partie-là, mais c'était génial. Mais cela montre simplement l'importance de l'OCS et à quel point elle va bien au-delà, et les BRICS aussi, bien au-delà de la simple idée de constituer une sorte de contrepoids à l'hégémonie des États-Unis. Il s'agit aussi vraiment de construire et de renforcer les liens entre eux. D'une certaine manière, la balle est dans le camp de Trump. Il ne pourra pas la vendre. Mais il devra essayer d'expliquer à cet immense univers, anti-paix en Ukraine et même anti-normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, ce qui a été discuté en Alaska et ce qui devrait suivre. Bien sûr, Zelensky n'est qu'un acteur de seconde zone. Il ne compte pour rien. Et son successeur a déjà été choisi. Et c'est déjà un énorme problème, car si le successeur, par des moyens douteux, est vraiment Zaloujny, on revient à la case départ. Il faudrait donc organiser de vraies élections populaires en Ukraine, ce qui reste une opportunité, une perspective aussi lointaine qu'une autre voie lactée. Et bien sûr, n'oublions pas ceux qui tiennent les rênes aux États-Unis, les élites atlantistes et ces fameuses familles dont évidemment
nous ne pouvons pas prononcer les noms. Ils sont très en colère à cause de ce qui s'est passé hier en Alaska et ils reviendront en force. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc Trump doit maintenant affronter tout cela en même temps. Aura-t-il l'endurance nécessaire? Nous ne le savons pas. Aura-t-il assez de pouvoir contre tous ses adversaires? Probablement pas. Mais son plan B est déjà en cours. Il a déjà le titre prêt si rien ne fonctionne. Regardez, j'ai tout essayé. Nous avons discuté en détail avec Poutine, en supposant qu'il y ait une prochaine rencontre en Fédération de Russie. Mais l'Europe et Kiev, eux, ne veulent pas la paix. Donc c'est leur problème. C'est leur guerre. Qu'ils la mènent. Il a donc déjà une porte de sortie qui, de son point de vue, consiste essentiellement à dire « D'accord, essayons de conclure un accord. S'il n'y a pas d'accord, il y a un sous-accord. C'est déjà bien. » Et du point de vue russe, c'est en fait assez similaire. Ils n'avaient pas besoin de l'Alaska. Ils n'avaient pas besoin de ce sommet. Ils n'y sont allés que parce qu'ils ont reçu, une fois de plus, de la part d'Ushakov, une proposition acceptable. Si la proposition ne se concrétise pas, ils pourraient même continuer à investir aux côtés de l'administration Trump dans une sorte de normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, en contournant même l'Ukraine. Ce sera extrêmement difficile. Mais les affaires sont les affaires. Et la levée d'un ensemble de sanctions très ciblées et précises contre la Russie, c'est possible. Trump peut le faire par décret présidentiel. Très simple. Et bien sûr, très important, Danny, à tous, l'OMS continue. La guerre continue. La guerre ne s'arrêtera pas. C'est très important. Ils ont déjà convenu, selon Trump lui-même, de ne pas instaurer de cessez-le-feu. Cela signifie donc que l'opération militaire spéciale continue. Pouvez-vous imaginer ce qui pourrait se passer dans les 3 prochains mois? En supposant que les choses avancent extrêmement lentement, ce qui sera évidemment le cas, dans les 3 prochains mois, l'effondrement de pratiquement toute la ligne de front est presque acquis. Et puis, encore une fois, on revient à Medinsky lors de l'une de ses réunions à Istanbul. D'accord, vous ne voulez pas de notre accord maintenant. La prochaine fois, ce ne sera pas 4 régions, ce sera 8. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Disons donc que les 2 camps ont déjà leur plan B. Et bien sûr, ils essayent d'être magnanimes, mettent leur espoir dans « D'accord, initialisons doucement. Voyez si le plan A va. » Si ce n'est pas le cas, cette réinitialisation, du moins entre Trump 2.0 et Moscou, est tout à fait possible à plusieurs niveaux. Et bien sûr, il y a un problème majeur inhérent à tout cela. Cela dépendra aussi de la manière dont Trump va désormais traiter les autres membres des BRICS. Nous ne savons pas, bien sûr, Danny et vous tous, dans quelle mesure ils ont discuté des BRICS à la table. Mais je suis certain que Poutine, surtout Poutine, a essayé de montrer à Trump « Regarde, je suis l'un. Nous sommes l'un des membres principaux des BRICS. Et bien sûr, nous sommes tous attaqués et tous sous sanction de la part de l'Occident. Est-ce que cela va changer? Ou es-tu prêt à reconsidérer bon nombre de ces sanctions? Cela fait partie de la partie secrète de l'accord, n'est-ce pas? Celle que nous ne connaissons pas, sauf s'il y a des fuites des 2 côtés. Mais apparemment, ils ont reçu l'instruction d'être particulièrement discrets des 2 côtés.